on a souvent peur de son émotion. Pourquoi est-ce que les gens, ils rentrent en confrontation avec leurs émotions à l'intérieur? Parce que ça les fait flipper. Parce qu'ils se disent, mais si déjà, par exemple la colère, si déjà, quand je ne la laisse pas s'exprimer, elle déborde à certains moments, qu'est-ce qui se passe si je la laisse s'exprimer? Je vais tuer des gens, tu vois. Et donc, comme ça les fait flipper, ils mettent l'émotion sous cloche, et plus ils la mettent sous cloche, plus elle déborde, et donc plus ils vont se dire, et on est dans un cercle vicieux. Alors qu'en réalité, il faut accepter de prendre le risque que l'émotion déborde, parce qu'en fait, c'est en l'écoutant qu'elle ne débordera pas. C'est ça qui est dingue. En tout cas, il y a cette vraie dynamique de rentrer en collaboration et pas en confrontation, et pas seulement avec les émotions, avec toutes les parties de nous. Salut, je m'appelle Anne-Gervaise Vendange, je suis systémicienne et profileuse et on se retrouve tout bientôt dans Stay Tuned TV. Restez connectés, on se voit tout de suite. Salut. Ah oui, il y a juste un truc que je voulais te dire, c'est que... Oui, c'est pas facile à dire, Stay Tuned TV, c'est... Ça va, ça? Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée, Anne-Gervaise Vendange. Comment vas-tu? Ça va, super. Contente d'être là. Ça me fait plaisir de te rencontrer en visio. Je suis arrivé là par hasard. En fait, je t'ai contacté par hasard parce que j'ai interviewé Christophe Hague il n'y a pas très longtemps. Et il a évoqué ton nom. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, tiens, je vais creuser, je vais voir ce qui se passe. Attends, son prénom est tellement chelou que je vais aller voir ce que c'est. Non, ouais, peut-être. Et donc, du coup, ça m'a permis de voir ce que tu faisais. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de t'interviewer. Donc voilà, c'est pour ça que tu es sur Stay Tuned. Eh ben, super, avec plaisir. Voilà. Tu es systémicienne et profileuse. Oui, absolument. Tu accompagnes les entreprises à travers les situations les plus complexes via ta société Incognita, en collaboration avec ton mari David Corona. C'est hyper bien enseigné, c'est ça? Ouais, bon, ça c'est vraiment c'est la base de la base. Hein. Ce qui m'a interpellé, c'est que il y avait ce mot-là, profileuse. Et pour moi, profileuse, c'est des séries, Code Case, les films, les tueurs qu'on recherche, les enquêtes. Et finalement, c'est pas ça. C'est autre chose. Ben, c'est ça aussi, mais ça, c'est ce qu'on appelle du profilage criminel. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre d'enquête, il y a des profileurs ou des profileuses qui sont là, qui sont spécialisés dans la recherche de profils criminels. Mais en réalité, du profilage, on en a dans plein d'endroits de la vie, notamment en entreprise, dans les dynamiques RH. Mais quand vous faites un bilan de compétences, on va vous profiler, on va chercher, pour ceux qui ont déjà fait un bilan de compétences, on va chercher qui vous êtes, quelles sont vos appétences, quels sont vos mouvements internes, les endroits où vous êtes doué, les endroits où peut-être vous l'êtes un peu moins. Et on va chercher à déterminer un profil pour voir à quel endroit est-ce que vous pourriez le plus vous épanouir et puis être aussi le plus utile. Ça, par exemple, c'est un type de profilage. Mais on fait du profilage en négociation, on fait du profilage dans plein d'endroits où on a besoin de s'adapter aux gens pour pouvoir faire bouger des situations qui sont compliquées, qui sont un peu plus compliquées que la moyenne en tout cas. Et moi, systémicien ou systémicienne, je connaissais pas la définition. C'est une personne experte dans plusieurs domaines et capable de prendre en compte les différents paramètres qui interviennent dans des systèmes complexes en interaction. C'est ça. Eh bien, moi, je fais ça. Alors, il y a des systémiciens qui le font sous l'angle technique, etc. Moi, je le fais sous l'angle humain, on va dire. Et le systémicien, c'est-à-dire qui sort de ce qu'on appelle les courants systémiques, l'idée des courants systémiques, c'est de regarder de quelle manière est-ce que la communication fonctionne entre les individus d'une même organisation et comment est-ce qu'on peut, pour obtenir un résultat qu'on n'arrive pas à obtenir, comment est-ce qu'on peut bouger cette communication pour enfin réussir à faire ce qu'on n'est pas arrivé à faire jusqu'ici. Alors, il y a un point de départ quand même à tout ça, c'est au sein de la famille, il y a quand même eu la violence. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça a été un point de bascule pour toi. Un point de bascule, mais qui arrive en fait hyper jeune dans la vie. Je ne sais pas si c'est vraiment un point de bascule ou si c'est plutôt un terreau dans lequel tu vas mécaniquement faire pousser des choses, parce que
en fait, on plante plein de graines dans la tête d'un enfant finalement. Et la question, c'est lesquelles vont pousser et puis lesquelles vont rester en terre. Et effectivement, moi, je sors d'une famille où il y a eu de la violence, comme plein de familles. Et voilà, l'idée, c'est pas du tout que les gens se disent en écoutant ça que voilà que c'est dramatique ou que c'est non. Voilà, ça fait partie de mon histoire. C'est des choses qui sont travaillées depuis longtemps, avec lesquelles je suis complètement ok. Mais effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai subi des violences petites. Ma famille a subi des violences. Ma mère a subi des violences. Moi, j'ai grandi avec un père violent. Et effectivement, ça forge quelque chose dans les directions qu'on prend. Et moi, j'ai beaucoup ressenti l'impuissance face à ces violences, l'impuissance face aux situations qui nous échappent. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir de la maîtrise quand quelqu'un, effectivement, dans son profil, dans qui il est, peut mettre à sac comme ça toute une famille, des individus, et les gens qui subissent comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de subir finalement? C'est ça l'objet en fait, c'est ça le truc. Et comment on fait pour sortir de l'impuissance et arrêter de subir? Et pour ça, il faut pouvoir tirer les bonnes ficelles, avoir les bons leviers. Et je crois que de ce moment-là, effectivement, je n'ai eu de cesse que de chercher à comprendre l'être humain en face de moi pour pouvoir faire en sorte de ne plus jamais être impuissante. J'en ai fait aujourd'hui un métier, et Incognita, on fait de la gestion de crise, on fait du management complexe, de la négociation très complexe, on aide les gens quand ils sont dépassés par les êtres humains autour d'eux ou par les situations qui concernent les êtres humains autour d'eux. Et j'ai fini par en faire un métier, mais je crois que c'est le chemin de toute ma vie, en fait, effectivement. Il y a aussi un mot, c'est l'hypnose, quelque part, qui arrive. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas du tout... En fait, ce chemin-là, il a l'air évident aujourd'hui, mais il a longtemps pas été, en fait. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi à la suite de tout ce que j'avais vécu petite. Voilà, j'ai fait des années et des années à travailler sur moi. Mais effectivement, c'était pas un but pour moi dans la vie d'accompagner les gens. En tout cas, pas un but conscient. C'est assez rigolo. Et finalement, moi, je suis rentrée effectivement dans l'accompagnement par l'hypnose. J'ai été prof d'hypnose pendant longtemps. J'ai eu un cabinet dans ce qu'on appelle les thérapies brèves orientées solutions, dont l'hypnose, qui est une thérapie brève orientée solutions. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai eu le nez en l'air, j'ai fait autre chose, etc. Et puis j'arrive à l'hypnose de manière complètement hasardeuse. J'arrive en me disant bon. Alors j'ai mon mari donc qui était au GIGN à l'époque, qui était négociateur au GIGN et qui arrive en me disant oh là là au groupe au GI on se fait former à l'hypnose et je trouve que c'est un truc qui tirait hyper bien. Et moi à l'époque je lui dis alors là vraiment non seulement pas du tout, mais en plus rien que parce que c'est toi qui me le proposes, combien pas du tout, tu vois. Et effectivement je me retrouve à une soirée où je viens voir un peu une démonstration d'hypnose thérapeutique, comment ça se passe, etc. Et je me dis, bof, c'est plutôt intéressant, effectivement. Je regarde le programme de formation et je me dis, franchement, à ce moment-là, je me raconte, je pense pas que ce soit la réalité, mais je me raconte que je suis assez nulle avec les autres, relationnellement parlant. Je me raconte que je suis pas très bonne pour communiquer avec les autres. Et du coup, je me dis, bon, ce truc, même si j'en fais rien professionnellement, j'ai envie d'aller rencontrer ce truc-là parce que si ça aide à mieux communiquer, à mieux comprendre les autres, alors ça m'intéresse. Parce que j'ai quand même cette appétence d'arriver à mieux comprendre ce qui se joue dans la relation, tu vois. Et finalement, quand je dis systémicienne profileuse, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je détermine des profils d'individus ou d'organisations pour mieux bouger ce qui se passe dans la relation. Et donc, je rentre dans cette formation un peu par hasard en me disant, bon, il y a de la lumière, je vais aller voir, quoi. Et en fait, je rencontre un truc incroyable, en fait. Je rencontre une famille, je rencontre une structuration de pensée qui va me happer complètement. Et en fait, moi, j'avais beaucoup travaillé intérieurement toute seule, en fait, sur comment est-ce que je pouvais régler certains problèmes que j'avais, comment est-ce que je pouvais même au niveau relationnel, comment est-ce que je pouvais bouger des choses. Et en fait, je vais découvrir l'hypnose thérapeutique et je vais me dire, mais purée, en fait, il y a des gens qui ont pensé à ça, et ça que j'ai mis moi des années à trouver, il y a des gens qui avaient déjà pensé, et ça, et ça. Et en fait, je vais découvrir ça en me disant, mais là, il y a des gens, ils vont me faire gagner 5 vies. Tu vois, tellement. En fait, il y a eu des groupes d'individus qui ont réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait aider la relation à mieux fonctionner, et je vais découvrir du coup toute cette filiation que je ne soupçonne pas dans ma manière de réfléchir le monde, les choses et les êtres humains, et ça va être effectivement une vraie révélation. Alors après, je vais rentrer dans les champs systémiques. Après, je vais
je vais me former sur plein de grilles de lecture. On dit l'hypnose, c'est une grille de lecture, c'est une manière de regarder ton problème et la solution. Après, je vais me former à plein d'autres choses, mais c'est vrai que mon entrée au départ dans l'accompagnement se fait par l'hypnose avec grand bonheur à l'époque. Et du coup, si on bifurque, le métier de profileuse, il arrive à quel moment? Le métier de profileuse, il arrive au moment où j'arrive en entreprise, en fait. Parce que jusqu'à ce que, si tu veux, tant que tu fais ça dans un cabinet, ça s'appelle être thérapeute et avoir des grilles pour anticiper un petit peu ton client, ton patient, et arriver à faire en sorte de l'aider à mieux changer en respectant qui il est. Les grilles que tu vas voir. Et puis en arrivant en entreprise, eh bien effectivement, quand tu commences à utiliser plusieurs grilles et puis à te dire, mais en fait là, du coup, sous cette grille-là, cette personne-là, elle fait ça, sous l'autre, elle fait ça, sous l'autre, elle fait ça. Et en fait, on peut avoir l'impression, par exemple, que ça va pas dans le même sens, mais en fait, tout va dans le même sens puisque l'individu est immensément plus complexe que juste de se dire, tiens, bah, il est bleu, je le mets dans cette case-là, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on va en parler, mais c'est ce que j'essaye d'apporter, c'est cette complexité en réalité. L'être humain est un oignon. Peut-être on en reparlera. Quand j'arrive en entreprise, en fait, je me dis, bah, la meilleure manière d'arriver à faire comprendre ce que je fais et à faire comprendre que, au-delà de l'accompagnement, c'est quelque chose qui peut servir à plein d'autres endroits, c'est cette étiquette de profileuse que je vais utiliser, en fait. Mais en vrai, franchement, je fais pas grand-chose de différent de ce que je faisais avant. J'ai pas changé de job, juste de géographie, quoi. C'est complémentaire, finalement. C'est complémentaire à ce que je faisais avant, tu veux dire? Ou le profilage, c'est complémentaire à l'accompagnement? L'accompagnement et le profilage, finalement, ça peut se combiner. Mais ça se combine complètement. D'ailleurs, je forme au profilage et je forme régulièrement des accompagnants au profilage, des psys, des psychothérapeutes, des psychopraticiens qui viennent se former pour arriver à avoir des coups d'avance. Tous les métiers qui accompagnent l'individu, au sens extrêmement large du terme, ont des énormes bénéfices à faire du profilage, évidemment. Alors, accompagnement en entreprise, gestion de crise, cyberattaque, qui finalement est un enjeu important aujourd'hui. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans les informations, on voit que les données transitent à droite et à gauche, il y a de la rançon. D'ailleurs, vous, le staff, l'entité, l'entreprise, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait aussi une histoire de rançon. Et c'est pour ça que je réfléchissais à savoir, mais comment vous intervenez, pourquoi vous intervenez, et puis après j'ai compris. Comment vous faites? La politique, c'est de ne pas payer. Souvent, quand les entreprises payent, c'est parce qu'elles se sentent dépassées par la situation, parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre, parce qu'elles ne sont pas accompagnées par des spécialistes de ce genre de problématiques. Et donc, soit les entreprises, elles payent tout de suite en mode panique, soit elles finissent par payer en mode bon, de toute façon, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que là, dans les semaines qui viennent, de toute façon, je ferme si on paye pas, donc on va essayer de payer. Mais par exemple, dans les entreprises que nous on accompagne, le pourcentage de paiement est hyper faible. Franchement, hyper faible. En fait, on a l'impression que négocier une rançon, ça sert à négocier un prix. Mais en réalité, dans l'immense majorité du temps, négocier, ça va surtout nous permettre d'avoir des opportunités temporelles et techniques. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, on va gagner du temps et on va chercher à faire du renseignement en négociant. On va aller couper de l'info et on va gagner du temps pour que les techs arrivent à travailler. L'immense majorité du temps, c'est très rare qu'on en arrive en bout de course, en bout de circuit, par négocier, voilà, comme au souk, tu me demandes 20, je te donne 10. Ça arrive, je te dis pas que ça arrive jamais, d'accord? Mais en fait, il y a que 3 items cumulés qui font qu'une entreprise doit songer à payer. Je veux dire, c'est très simple, hein. C'est est-ce que j'ai de quoi récupérer mon puzzle avec mes fournisseurs, mes clients, machin? Est-ce que j'ai voilà, tout est en vrac, moi je n'ai pas de sauvegarde? Et est-ce que à très court terme, mon entreprise met la clé sous la porte si jamais on paye pas? Donc ces 3 trucs. Est-ce que moi j'ai une sauvegarde? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à refaire mon puzzle? Est-ce que même quand tout le monde m'a aidé, mon puzzle il est encore assez vide? Et est-ce que à court terme, la vie de l'entreprise est en danger? Si ces 3 critères cumulés sont là, alors il faut penser à payer. Dans tous les autres cas, on va gérer, naviguer à vue, faire de la gestion de crise en fait, de la gestion de crise classique. On va gérer les êtres humains, on va gérer la production, on va essayer que ça sorte en dégradé et on va gagner du temps au maximum pour pouvoir permettre à ce que on recouvre des systèmes de fonctionnement normaux.
quand vous arrivez au sein de l'entreprise, est-ce que du coup, vous détectez sûrement les anomalies d'un point de vue humain, d'un point de vue équipe, et du coup, il y a peut-être aussi un avant et un après dans l'organisation de l'entreprise, dans le personnel, peut-être une meilleure communication. Ouais, tout à fait. C'est hyper important ce que tu dis là. En fait, la plupart du temps, les entreprises, c'est encore assez immature aujourd'hui, même si quand même c'est mieux qu'il y a genre 2-3 ans. C'est encore assez immature, c'est que les entreprises, elles pensent que quand elles se font cyberattaquer, il leur faut un prestataire technique. Évidemment qu'il leur faut un prestataire technique. Mais surtout, avant que ton prestataire technique il puisse faire quelque chose pour toi, il va bien falloir faire un truc. Tu vois, en vrai, la gestion de crise, il va falloir la gérer, en fait. Et ça, pour ça, il te faut un gestionnaire de crise humaine. Et souvent, ça, ils l'oublient. Ils pensent que ça, ils vont savoir le faire. Mais en réalité, la différence fondamentale entre une gestion de crise qui se passe bien et une qui se passe moins bien, c'est est-ce que tu as dans ta poche un prestataire de gestion de crise humaine qui fait le taf, quoi, qui fait la maille et qui est au niveau. Parce que nous, en fait, ce qu'on va adresser dans la crise, alors là, on parle du curatif, hein, c'est-à-dire quand les gens sont vraiment attaqués. Mais en amont, déjà, normalement, en préventif, on les structure. Hein. Mais une fois qu'on les a structurés en préventif, si en curatif, il faut arriver, alors on va évidemment faire de l'aide à la prise de décision, on va structurer les cellules de gestion de crise, on va structurer la com, en interne, en externe, on va négocier s'il faut, on va faire de la gestion psychologique s'il faut, parce que une cyberattaque, c'est un vrai trauma, pour le coup, dans plein d'endroits. Moi, j'ai des dirigeants qui sont toujours traumatisés des mois après une cyberattaque. Et traumatisés, je pèse mes mots, hein, au sens clinique du terme, hein, qui ont des distances, qui sont vraiment pas bien. Donc, on va gérer, nous, tout ça pour permettre à ce que ça se passe le mieux possible et à ce qu'on recouvre un fonctionnement rapidement, un fonctionnement le meilleur possible. Pourquoi? En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. On reste dans l'entreprise. Il y a toujours cette problématique de gestion humaine. Généralement, on dit que la gestion humaine, c'est quand même un élément très difficile à gérer. Pourquoi? C'est difficile à gérer. C'est même aujourd'hui, enfin en tout cas de mon point de vue, il y a deux choses qui empêchent les dirigeants de dormir aujourd'hui. C'est la cyberattaque et puis le recrutement. Comment est-ce que je recrute et comment est-ce que je garde des gens? Comment est-ce que je recrute la bonne personne au bon poste et comment est-ce que je garde les gens? L'humain, c'est un enjeu majeur et aujourd'hui, on est dans une problématique où le monde a changé. Ce monde nous demande de nous adapter de manière beaucoup plus ad hoc, de manière beaucoup plus précise. Nous, par exemple, on a monté une formation qui s'appelle Management Complexe. On a aussi une formation qui s'appelle Manager les nouvelles générations. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur comment est-ce que on s'adapte à ce monde qui est tellement en mouvement qu'on n'arrive plus à en connaître les codes. Et Incognita, c'est ça le fond du sujet, en fait. Le fond du sujet, c'est de s'être dit à un moment avec David et d'avoir fédéré une équipe autour de nous qui va dans ce sens-là, qui va dans le sens de dire, mais pour gérer les nouveaux problèmes, il nous faut des nouveaux consultants, il nous faut des gens avec des CV dont on n'avait peut-être pas besoin avant parce que c'est des CV qui sont hyper experts, qui savent gérer et la crise et la psychologie, et en mettant les deux ensemble, crise, systémie, psychologie, on arrive, les trois même, on arrive à répondre à ces problèmes du nouveau monde. On a une formation qui s'appelle Management Complexe. Cette formation, par exemple, elle forme les managers, les top managers, les dirigeants à gérer de manière ad hoc des services, des organisations, des êtres humains en fonction de qui ils sont et à utiliser pas la même technique tout le temps parce que c'est celle que je connais, que c'est celle qu'on m'a appris dans mon MBA ou mon école de commerce, mais à venir vraiment être adaptable systématiquement et gérer en finesse la relation. Et moi aujourd'hui, quand j'ai des gens qui me disent mais j'ai fait un MBA et jamais on m'a dit ce que vous me dites là, c'est ma plus belle récompense en fait. Quand les gens me disent ça et qu'ils me disent mais cette formation, par exemple, là on parle de management complexe, mais votre intervention ou cette formation, il y aura un avant, un après, parce que non seulement effectivement je gère plus les gens avec qui je travaille, mes collaborateurs de la même manière, mais en plus je ne gère plus ma famille de la même manière, je gère plus mes gosses de la même manière parce que j'ai compris des choses absolument fondamentales qui, à mon sens, devraient être appris dès la primaire. Comment fonctionne une émotion, comment fonctionne un être humain, comment fonctionne une relation. Parce que c'est connaître tout ça qui te permet de tirer des bons fils. Ça, c'est ma plus belle récompense aujourd'hui et je me dis que vraiment, on sert à quelque chose et que c'est cool. D'ailleurs, ça revient à ce que tu disais. Alors, je sais plus dans quel contexte tu avais émis cette phrase, mais tu dis on résout des problèmes humains compliqués. Oui. Mais c'est ça, en fait. Si tu prends le chapeau de tout ce qu'on voulait apporter, à un moment, on s'est dit avec David, et c'était
Là, la première cyberattaque que gère la gendarmerie nationale, c'est David, c'est mon conjoint qui la gère. Et à l'époque, on se dit, mais ça, c'est le futur en fait. Les gens, ils vont arrêter d'aller braquer des banques. Les gens, ils vont se mettre derrière un ordi. C'est tellement plus safe. Et quand le Covid arrive, on a plein de gens qui nous appellent en nous disant, mais là, il faut que tu m'apprennes à faire ce que toi tu fais, parce que là, c'est ça dont on a besoin en fait. Et en fait, le gros chapeau d'Incognita, on pourrait se dire, il y a la négociation, le profilage, machin, il y a plein de trucs différents. Et en fait, tout va dans le même sens, tout va dans cette idée de le monde se complexifie, la relation se complexifie, le monde est de plus en plus dur aussi, violent. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mettre les bons outils en face de ça, pour pouvoir avoir le contrôle sur ces choses qu'on ne contrôle plus si on continue à faire avec les mêmes recettes qu'avant. C'est ça tout l'enjeu d'Incognita. Oui, on gère des problématiques humaines complexes. À partir du moment où les gens se disent, là, il me manque un outil, ou bien se disent, là, ça dépasse clairement mon champ de compétences et je sais pas qui appeler, c'est la merde, c'est nous qu'il faut appeler. Mais on se rend compte quand même que finalement, il y a cette notion d'optimisation, d'anticipation, mais que finalement, on contrôle pas grand-chose. Après, c'est plus une histoire d'adaptation. C'est une histoire d'adaptation, sauf que pour t'adapter, il te faut les outils pour t'adapter. Si je te jette dans la flotte et que je te dis adapte-toi, je veux dire, il y a un moment, si tu sais pas nager, tu vas me dire t'es mignonne, mais là je coule. Et ben c'est exactement ça, t'as tout compris. C'est ça l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est d'arriver à équiper les gens pour qu'ils arrivent à obtenir l'adaptabilité. Pas pour leur dire tu vas faire des recettes toutes faites. Moi, je leur file pas du Picard. Hein. Mon idée, c'est pas de leur dire alors, t'as bien compris, à chaque fois qu'il va se passer ça, tu vas faire ça. Non, non. Mon idée, c'est de dire on va t'équiper et je vais t'expliquer comment les aliments entre eux fonctionnent, comment est-ce que la chimie s'opère, comment quand tu mets du sel, ça fait ça, etc. pour que tu puisses faire tes recettes à toi et t'adapter dans les situations parce que ça, c'est vraiment l'enjeu. Avant, on pouvait faire du management ou de la gestion de projet ou de la gestion de crise en mode il y a une problématique, il y a une solution, c'est simple, je vais dire à tout le monde, vous faites tous la même chose, on est tous pareils dans la boîte. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Les gens, ils ont envie d'être pris en compte dans leurs particularités. Et comme les problématiques se complexifient, elles ont besoin, elles aussi, d'être prises en compte dans leurs particularités. Alors pour toi, quelle est la définition d'une bonne négociation ? Alors, une bonne négociation, pour moi, c'est une négociation où on est arrivé à obtenir ce qu'on s'était dit qu'on voulait obtenir à minima. Tout le reste, c'est de la plus-value, c'est super. Mais si déjà on s'est dit, dans le secret de ce qu'on s'était dit, toi et moi, qu'on aimerait bien avoir à minima, si on arrive à avoir ça, on est content. Ok ? Et en fait, ça c'est rigolo parce que tu me dises ça, parce que ça dépend vachement de ton profil. Il y a des profils de personnalité qui vont dire, une négociation, c'est une bonne négociation pour moi, c'est une négociation où j'ai gagné le maximum. Il y a des profils qui vont me dire, une bonne négociation pour moi, c'est une négociation où j'ai tordu le bras à l'autre et où il a rien eu. Une bonne négociation, tu vois, en fait, c'est rigolo, on peut le regarder comme ça sous l'angle des profils. D'ailleurs, il y a des techniques de négociation en fonction des profils de personnalité. Je vais pas faire la même chose avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Tu t'adaptes. Ouais, tu t'adaptes en permanence. Et je crois qu'en tout cas, une bonne négociatrice, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de faire parce que c'est la bonne chose à faire dans ce sujet-là, à ce moment-là, avec cette personne-là, et pas parce que juste c'est la technique avec laquelle elle est la plus à l'aise. Tu vois ? Tu commences à être expert de quelque chose quand tu arrives à changer ton fusil d'épaule, quand ce que tu fais marche pas ou en fonction de la situation dans laquelle tu es. Et c'est ça, gérer des négociations complexes. Donc voilà, une bonne négociation. Une négociation, ça commence quand l'autre a dit non. C'est bête à dire, mais c'est bien de le dire. Une bonne négociation, c'est une négociation où on est dans une vraie négociation, où l'autre a dit non, et c'est une négociation, en tout cas pour moi, dans mon profil de personnalité, où c'est chouette parce que ce qu'on s'était dit qu'on voulait obtenir, à minima, on l'a. Pas très loin, il y a aussi, on dit, alors ça dépend comment on l'interprète, mais on dit souvent manipulation. Ouais. Alors toi, t'aimes pas ce mot-là, tu préfères dire influence. Je préfère dire influence, mais en même temps, en fait, c'est parce que ce mot-là, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas vraiment ça. Non, mais il est peut-être mal utilisé. Il est extrêmement connoté de la mauvaise manière, alors que si tu enlèves la dynamique manipulatoire dans le sens de ce truc un peu dégueu où on viendrait faire le truc on viendrait faire un truc à l'autre à notre propre profit, qui est aujourd'hui, en tout cas, la définition la plus répandue de la manipulation. En fait, la manipulation, c'est juste bouger l'autre dans ce qu'il est et ce qu'il avait prévu de faire. Mais en vrai, on se manipule tous. Je veux dire tous, quoi.
la manière dont tu as choisi de t'habiller ce matin, la manière dont j'ai choisi de m'habiller ce matin, dont tu choisis de te présenter au monde. Quand tu te demandes si ta nana, elle va bien prendre le truc, si tu lui présentes comme ça ou comme ça, si ton gamin, de quelle manière est-ce que tu vas lui demander d'aller se brosser les dents, c'est de la manipulation pour arriver à obtenir ce que tu veux. On est une espèce grégaire en réalité. Je veux dire, vraiment, on est fait pour être ensemble. Et quand on n'est pas ensemble et qu'on se manipule pas les uns les autres, au sens neutre du terme, là, je vais dire aux auditeurs et à ceux qui nous regardent d'essayer de le prendre vraiment de manière neutre. Évidemment qu'on se bouge tous et on se manipule tous les uns les autres. Je dis souvent, une mère manipule son bébé pour qu'il survive. Un ostéopathe te manipule. C'est même ce que tu demandes à un psy de te manipuler. Je veux dire, t'arrives pas à faire un truc, eh ben tu vas chez un psy pour qu'il arrive à te manipuler, pour que tu arrives à te faire le truc que toi t'arrives pas à faire tout seul. Donc je crois que on peut se dire qu'à partir du moment où on se dit que on se manipule tous les uns les autres, ça nous permet de le faire de manière éthique. Je crois que c'est surtout ça qui est important, parce que si j'estime que moi je manipule jamais personne, alors je me remets jamais en question sur ce truc-là, et finalement peut-être que je le fais toujours à mon propre profit. Alors qu'être conscient de l'influence qu'on a les uns sur les autres, c'est même le principe de l'hypnose, d'influencer l'autre. Si on a conscience de ça, alors on peut commencer à se demander comment est-ce qu'on le fait de manière éthique. Comment est-ce qu'on le fait au mieux? Est-ce que au moment où je te propose ça, est-ce qu'en vrai je le propose pour moi ou est-ce que je le propose pour toi? Est-ce que toi ça va t'amener vers le mieux? Et peut-être que la vraie bienveillance, c'est d'être conscient de cette manipulation et donc d'être en mesure de pouvoir la pondérer et essayer de faire en sorte, que ce soit pas aux dépens de l'autre. Alors, à ton avis, elle arrive quand la confiance du coup? Mais oui, c'est ça, elle arrive une fois que tu as fait le truc. Alors, il y a certaines personnes, et ça aussi c'est un trait de personnalité, qui vont avoir besoin de faire la chose une fois. Et puis, au bout d'une fois, ils l'ont fait, ils se disent, c'est bon, je crois que je sais faire. Et puis, il y a des gens qui vont avoir besoin de faire plusieurs fois. Puis, il y a des gens, ils vont avoir besoin d'un temps donné. Peut-être qu'ils diront, tiens, j'imagine que si je le fais pendant 1 mois, 1 an, alors j'aurai confiance en moi pour le faire. Pourquoi votre entreprise se nomme Incognita? C'est hyper intéressant comme question, on me la pose jamais cette question. Et pourtant c'est fondamental. Incognita, d'abord c'est dans la cognition, d'accord? C'est effectivement on travaille dans la cognition, on travaille dans la tête et on travaille dans la tête de l'autre. La solution à un problème complexe relationnel que tu as, elle est jamais dans ta tête en fait. On a tendance à chercher la solution dans notre tête, mais en fait, elle est dans la tête de l'autre cette solution. Parce que ce qui va faire que toi tu vas bouger, c'est pas dans ma tête à moi que je vais le trouver. C'est en te regardant toi avec sincérité, en découvrant ta planète à toi. On a l'impression, il y a une énorme erreur que fait l'être humain, et on le fait en permanence, même en le sachant rationnellement, on continue à la faire, c'est de penser qu'on partage la même planète, qu'on partage la même réalité. Pas du tout. C'est une énorme erreur. On ne partage pas du tout la même réalité, on n'en partage qu'un tout petit bout, même la manière dont tu nommes les choses. Est-ce que le respect, c'est la même chose pour toi que pour moi? Si c'était le cas, on s'engueulerait jamais au feu rouge, tu vois. La manière dont on voit la vie, les valeurs qu'on met dedans, les liens logiques qu'on fait, ne nous appartiennent qu'à nous en réalité. J'ai fait un TEDx il y a pas longtemps où je disais... On en parlera. Ouais, ah oui. Où je disais qu'il y a une nana qui me disait, mais quand on est stressé, on mange. Et elle me dit ça comme si toute l'humanité, quand elle était stressée, mange. Pas du tout, en fait. Il y a plein de gens qui mangent pas du tout quand ils sont stressés. Il y a plein de gens qui raccordent pas du tout le stress à la bouffe, tu vois. Et ça part de combien nos planètes sont différentes. Sauf que si j'ai besoin de régler un problème complexe, je vais être obligée d'aller sur ta planète pour le résoudre. Parce que sinon, si je suis avec mes solutions sur ma planète en espérant que ça va fonctionner dans la tienne, je me fous le doigt dans l'œil jusqu'à l'os. Et je perds énormément de temps et surtout, potentiellement, je vais être complètement décrédibilisée dans tes yeux à toi. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais franchement, on se comprend pas en fait. Elle m'apporte des solutions ou elle me propose des choses qui sont tellement loin de moi. J'ai pas envie de laisser mon cerveau ou de me laisser influencer par quelqu'un qui est tellement loin de moi sur ma planète. Pour que tu me laisses l'influence, c'est pour filer cette idée de planète, l'influence c'est un peu comme si je venais planter des graines dans ta planète à toi. Pour que tu me laisses y planter des graines, il va falloir que tu me laisses rentrer. Et pour me laisser rentrer, il va falloir que tu sois assez en confiance, que tu te dises assez, tiens, cette nana, on se ressemble. C'est pas un danger pour moi, on se ressemble, elle a l'air cool, pour qu'éventuellement tu puisses me dire, allez, vas-y, mets-moi 2-3 petites graines là, je vais peut-être les laisser pousser. Mais c'est ça l'influence, tu vois. Et donc, c'est cette histoire d'être dans la tête de l'autre chez Incognita. Et puis, on accompagne les gens en terrain Incognita aussi. On les accompagne dans des contrées dans lesquelles ils maîtrisent rien, qu'ils connaissent pas, pour lesquelles nous, on a plus d'habitude et d'expertise.
la gestion de crise, par exemple, pour ne parler que de ça, c'est quand même pas le boulot de grand monde, tu vois. Enfin, faut en faire assez déjà à la baie pour que ce soit ton boulot. Et donc, on amène les gens, quand ils sont en terra incognita, à éclairer un petit peu le chemin. Mais c'est marrant parce que on a plein d'axes de communication, réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication, mais finalement, les fondamentaux, la base entre êtres humains, elles sont difficiles. C'est ce que je te disais. Et là, on est dans un monde qui se polarise de plus en plus et qui tend de plus en plus vers l'incompréhension de l'autre, vers le fait de dire mais en fait mon nombril, ma planète, c'est la seule réalité valable. Et ça, je crois que ça naît aussi de ces canaux de communication qui nous demandent d'être de moins en moins dans la nuance. Moi, je crois que je faisais une vidéo pour mon Insta ce matin que j'ai pas encore postée, que mes followers découvriront tout à l'heure, où j'explique ça, où je dis mais en fait, je crois que notre monde souffre du manque de nuance aujourd'hui. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps de mettre de la nuance? Parce qu'on n'a pas le temps de se déployer, parce qu'aujourd'hui, l'attention est hyper réduite. Les médias et les réseaux sociaux nous demandent d'être de plus en plus impactants dans un temps hyper court. Moi, je veux dire, je suis des êtres humains, je fais pas des pièces d'usine. Te dire, alors, les 5 trucs qu'il faut que enfin, je veux dire, il y a un moment, ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a pas de, ça me plairait même pas de faire ça, en fait, en vrai. Un jour, j'ai dit, c'était en janvier dernier, et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce qu'en fait, les gens, ils pensent que quand les gens leur souhaitent les vœux de nouvelle année, c'est pour eux, en fait, qu'ils souhaitent les vœux de nouvelle année. Quand quelqu'un te le souhaite, tu te dis que c'est pour toi. Pas du tout. En fait, les gens, quand ils te souhaitent la nouvelle année, ils te souhaitent des vœux, ils te disent, tu seras heureux en famille, machin, la santé, le machin. En fait, ce qu'ils te souhaitent à toi, c'est ce qu'ils se souhaiteraient à eux-mêmes. C'est dont ils ont besoin, eux. S'ils te souhaitent des moments de calme et de repos, c'est sans doute parce que eux, ils ont besoin de calme et de repos. Tu vois, en vrai. Et c'est cette histoire de planète. On a toujours l'impression que le monde a besoin de la même chose que nous. Pas du tout, en fait. Et du coup, un jour, voilà, c'était la fin de ma journée de boulot. J'ai posé mon téléphone et j'ai dit, tiens, c'est rigolo, j'ai envie de dire ça. Je l'ai posté. J'avais genre 104 followers, tu vois. J'avais ma mère, ma tortue, mon mec et mes gosses, tu vois, sur mon compte Insta. J'ai posté ça et j'ai dit, ben voilà, les vœux de fin des vœux, en fait, ce que vous savez pas, c'est ça. Et les gens m'ont dit, mais c'est super, c'est hyper cool et tout, machin, ça a bien marché. J'en ai fait une deuxième, j'en ai fait une troisième. C'est parti comme ça, en fait. Et là, j'ai 22 000 followers ce matin. Je trouve ça rigolo, en fait. Je trouve ça étonnant parce qu'en fait, moi, j'ai fait un truc vraiment comme ça, sans rien chercher. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre tout ça parce que, en vrai, enfin, à gérer un réseau social, à faire du montage, à me dire aussi, mais du coup, là, il y a des gens qui me demandent des masterclass, des formations, des machins. Donc, je suis en train d'imaginer tout ce qu'on pourrait leur apporter parce que, en vrai, c'était une tarte tatin, quoi. Je cherchais pas. Et en même temps, je suis tellement touchée par ça. Par le fait qu'aujourd'hui, les gens, on est de plus en plus quand même à se poser cette question-là de comment est-ce qu'on est mieux les uns avec les autres, comment est-ce qu'on arrive à mieux aller comprendre les autres, à aller chercher, à aller se mettre dans les baskets des autres, à comprendre leurs particularités avec le profilage, tout ça. Et je me dis, mais dans ce monde qui manque de plus en plus de nuances, moi j'ai la chance d'avoir ce compte Insta où les gens, des fois je fais des vidéos de 6 minutes, quoi. Mes followers, ils kiffent, ils restent et ils me disent, je leur dis, ça vous plaît des formats longs? Ils me disent oui, quoi. J'ai tellement de la chance d'avoir ça et qui me pousse dans l'algorithme et d'avoir la chance du coup de pouvoir rassembler cette communauté de gens qui a envie de prendre le temps pour se concentrer, pour comprendre les autres et se comprendre eux-mêmes. Et aujourd'hui, cette polarité, je trouve qu'elle nous fait énormément de mal à un niveau individuel. Elle apporte de la violence, elle apporte une société qui fait de moins en moins sens, mais d'un point de vue systémique, c'est absolument une catastrophe. Et voilà, aller jusqu'à l'autre dans sa planète, voilà, par les temps qui courent, je trouve ça important de rappeler que c'est quand même le sens de la vie un peu. Et donc, quand on a un choix à faire dans la vie, l'aversion à la perte est là tout le temps. Imagine que j'ai envie de changer de boulot, il faudra que mon nouveau boulot puisse, dans ma perception, m'apporter entre 1,5 fois et 2,5 fois plus que ce que m'apporte aujourd'hui mon travail pour que je puisse prendre le risque de perdre celui que j'ai là. Ah oui, c'est pas du tout aussi simple de dire, tiens, j'ai un boulot, est-ce que l'autre est mieux? Non, non, il faut que l'autre soit beaucoup mieux pour que tu acceptes de quitter le premier. C'est intéressant parce que il y a la structure, il y a de l'organisation et il y a quand même aussi pas mal d'intuition. Tu marches beaucoup à l'intuition, tu fais les choses parce que tu les sens et tu y vas, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est très le cas. Je suis en train de me demander ce qui te fait dire ça, mais ça doit être l'histoire du compte Insta. C'est vrai, j'ai vraiment ce truc-là. Et il y a des moments, il y a des trucs, je sais que c'est ça. Je sais pas comment t'expliquer, je sais que c'est ça. Là, on ouvre une filiale au Canada, par exemple. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Commercialement, ça fait sens, etc. Mais j'ai un truc qui me, voilà. Et je pense que moi, je préfère, alors ça va être très très cliché ce que je vais te dire, mais je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets, clairement. Je préfère me dire qu'on a essayé. J'ai une phrase que je dis tout le temps à mes enfants et à mes collaborateurs et aux gens, c'est le non, tu l'as déjà. Tu vois. Au pire, si on fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura rien, on n'y arrivera pas. Mais en fait, si on fait rien, de toute façon, on n'y arrivera pas, il se passera rien. Le non, on l'a déjà. Donc, ce qui peut arriver de plus étonnant, c'est d'avoir un oui, tu vois. Et en fait, il y a énormément de choses dans ma vie que je gère comme ça. Cette filiale au Canada, voilà, évidemment que j'ai rationalisé depuis, et qu'on l'a rentré dans la terre, etc., commercialement et en termes de. Mais la première intuition, le premier truc qui vient, c'est j'ai envie qu'on y aille, en fait. Et puis, il y a aussi des dynamiques d'invitation beaucoup chez moi. Mais là, pour le coup, je te parle pas d'incognita, je te parle de moi toute seule. Je déteste imposer des choses, en fait. Je n'irai pas conseiller quelqu'un qui me demande pas de conseil. Je n'irai pas apporter une solution à quelqu'un qui m'en a pas demandé. J'ai vraiment ce mécanisme d'invitation où j'ai besoin de me sentir invitée. Et tu vois, bah, Insta, en fait, je me suis sentie invitée. Les gens m'ont dit, après Légende, j'ai fait, tu sais, Légende avec Guillaume Play, qui a fait 1 million de vues. En creusant, effectivement, je suis tombé dessus après et j'ai dit ah ok. Et en plus c'est marrant parce que je voyais ta vignette à chaque fois sur YouTube. Je dis mais voilà et j'avais vu vite fait la vignette et après je me suis dit ah mais c'est elle. D'accord, ok. Non, c'était marrant. Mais c'est la veste à carreaux qui t'avait perdu. Vous irez regarder si vous avez pas vu. J'ai une veste à carreaux. Ah, j'avais pas fait attention à la veste à carreaux. J'avais pas fait attention à ça. Donc je rigole. Mais en fait, après Légende, en fait, je pose mon téléphone à un moment parce que les gens me disent mais on aimerait tellement en savoir plus, machin. J'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent mais on aimerait bien en fait en avoir plus. Est-ce que vous pouvez? Et en fait, ce jour-là, je pose mon truc en me disant bon, c'est ça que j'ai envie de dire, je vais essayer. Mais en vrai, c'est parce que je me sens invitée. J'avais pas prévu que ce compte marche, j'avais pas prévu tout ça, mais la première invitation, elle est là. Le Canada, c'est pareil. Hein. Je vais au Québec il y a 1 an et il y a des gens qui me disent mais c'est dingue ce que tu fais, c'est dingue ce que vous faites. Venez le faire ici et je me sens invitée et je me dis ok, on y va. Et voilà, il y a ce double mouvement d'invitation et d'intuition qui fait que quand j'ai les deux, je fonce. Ouais. Et là, tu as ton parcours. Est-ce que quand tu étais plus petite, Anne Gervaise, plus petite, je sais pas, 8, 9, 10, tu te projetais, tu voyais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Non. Alors, si, j'ai longtemps voulu être pédopsie. Donc, je suis pas hyper loin. J'ai longtemps voulu être avocate pour enfants. Tu vois, on est toujours dans ces mécanismes de je voudrais sauver, arriver à aider la petite fille que j'étais, je pense. Mais non, sincèrement, surtout après l'adolescence qui a pas été simple, avec l'histoire de laquelle je sortais, sincèrement, moi, je vis tous les jours. Je dis très peu ça. Hein, je te le dis à toi, mais c'est parce qu'on est que tous les deux. Sincèrement, je vis. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui marche super bien. J'ai des employés. J'ai une certaine couverture médiatique. Voilà, quand on regarde de l'extérieur, on peut se dire que j'ai réussi pas mal de choses. Et en fait, je vis chaque jour de cette réussite comme en énorme gratitude, comme si j'avais échappé à un accident de bagnole. En fait, je me suis tellement dit à un moment de ma vie, mais je pourrais foirer toute ma vie. En fait, je suis tellement partie. J'ai eu l'impression, en tout cas, à un moment, avec des putains de boulets aux pieds, que tous les jours pour moi c'est une chance. Tous les jours je me dis mais quelle chance j'ai d'être là. Combien ma vie aurait pu être différente, combien j'aurais pu en prenant un virage différent partir complètement à volo. Et j'ai cette sensation du rescapé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la sensation de la rescapée et que je pense peut-être d'autres gens qui vont nous écouter vont ressentir. Peut-être qu'ils le mettent pas en mots comme ça, mais je crois que quand on a une enfance traumatique ou très traumatique, on peut avoir cette sensation du rescapé à tout le reste de sa vie, et c'est ok. Je pense qu'il faut en faire une force aussi et se dire que alors si ça aurait pu être tellement pire, alors tout est merveilleux. On a parlé d'hypnose. Comment on arrive à gérer certaines de nos émotions ou de nos émotions en règle générale? Parce que souvent, ça peut être un problème. Ah oui. Surtout qu'on sort quand même de tout un moment
dans l'histoire, où il fallait gérer ses émotions, et gérer ses émotions, c'était ne pas en avoir. Tu vois, une espèce d'énorme confusion autour de la gestion des émotions, où on se dit gérer, c'est un espèce de robot, tu vois, en mode hyper performatif. Vas-y, viens, on va marcher dans les braises. Tu vois, ces coachs hyper performatifs, en mode tu peux y arriver, machin. Ça me sort par les yeux. No pain, no gain. Hein? No pain, ouais, no gain. Ça, no pain, no gain. Who dare wins, tout ça. C'est intéressant, ces dynamiques performatives à un moment pour te dire bon allez, je me sors les doigts et j'y vais. Mais effectivement, souvent ça règle les choses à court terme. C'est-à-dire que à court terme, ça te permet de sortir du truc, mais à moyen ou à long terme, ça crée des dynamiques de confrontation à l'intérieur de toi, parce qu'en fait, toutes les parties de toi, elles servent à quelque chose, et tes émotions, elles servent aussi à quelque chose. Une émotion, c'est un message, c'est un besoin. Peut-être qu'avec Christophe, tu en as parlé déjà, avec Christophe. Et effectivement, ce besoin, le problème, c'est que si tu ne l'écoutes pas, eh bien, il va se radicaliser. C'est un petit peu comme si tu disais, voilà, tu avais besoin de dire quelque chose à quelqu'un, je sais pas moi, tu me dis qu'il y a le feu dans la baraque, et que moi, au lieu de te dire, ok, j'ai pris en compte qu'il y avait le feu, c'est bon, je t'ai bien entendu, merci de m'avoir dit ça, je faisais tu vois. Peut-être que tu me le répéterais, que si je continue, peut-être que tu me crierais dessus, et que si je continue encore, peut-être que tu finirais par me prendre par le callback et me sortir. Et en fait, c'est ce que notre émotion finit par faire. Il y a un besoin derrière chaque émotion. Quand on n'écoute pas l'émotion, on incrimine le messager. Mais le problème, c'est pas le messager, le problème, c'est le message. C'est quoi que j'essaie de te dire? Et donc, si tu n'écoutes pas le messager, tu n'entends pas le message, et donc le messager se radicalise dans la manière dont il va te dire la chose. Donc, gérer son émotion, c'est avant tout collaborer avec elle. C'est avant tout être capable de la reconnaître, être capable de vivre toute la palette émotionnelle sans en oublier une. On a souvent peur de son émotion. Pourquoi est-ce que les gens, ils rentrent en confrontation avec leurs émotions à l'intérieur? Parce que ça les fait flipper. Parce qu'ils se disent, mais si déjà, par exemple la colère, si déjà, quand je ne la laisse pas s'exprimer, elle déborde à certains moments, qu'est-ce qui se passe si je la laisse s'exprimer? Je vais tuer des gens, tu vois. Et donc, comme ça les fait flipper, ils mettent l'émotion sous cloche, et plus ils la mettent sous cloche, plus elle déborde, et donc plus ils vont se dire, et on est dans un cercle vicieux. Alors qu'en réalité, il faut accepter de prendre le risque que l'émotion déborde, parce qu'en fait, c'est en l'écoutant qu'elle ne débordera pas. C'est ça qui est dingue. En tout cas, il y a cette vraie dynamique de rentrer en collaboration et pas en confrontation, et pas seulement avec les émotions, avec toutes les parties de nous. On peut avoir les mêmes mécanismes avec les pensées, par exemple. On a des gens qui ont des pensées envahissantes, ou des tocs, par exemple. Et la mécanique, c'est souvent d'essayer de contrôler tout ça, alors qu'en fait, ce qui va dépressuriser, c'est d'accepter les pensées comme elles viennent. Une pensée, c'est pas grave, en fait. Ça devient en rituel en boucle quand tu l'acceptes pas quand elle vient. Le toc, c'est pareil. Si effectivement, t'as des tocs et que t'essayes sans arrêt de pas avoir de toc, il y a des chances que t'en aies de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est un message qui vient s'exprimer. Tu coupes le message, ça s'exprime de plus en plus. Alors, je vais te donner une série de mots. Ouais. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Voilà. Je t'ai senti concentré. Non, oui, alors oui, et puis surtout pour essayer de faire de la synthèse, parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, je suis pas une pro de la synthèse. Non, mais tu vas réussir. Tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Si je te dis éthique. Éthique, c'est primordial. Moi, je viens du monde de l'accompagnement, David aussi, et je crois que dans tout ce qu'on fait avec Incognita, la dynamique éthique est hyper importante, et notre liberté, notre réussite s'arrête où l'éthique se finit. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Si. Si je te dis la Terre. La Terre. Mais c'était pas l'idée. Ma phrase, c'était pas l'idée de la Terre. C'était plus la Terre, le sol, etc. Oui, tout à fait. Mais c'est l'idée que j'avais. En tout cas, c'est ce que j'avais fait comme choix. La Terre, pour moi, c'est une dynamique d'ancrage, et c'est absolument primordial dans tout ce que je fais. Moi, j'ai besoin de me sentir ancrée. J'aurais tendance à me désancrer un petit peu personnellement dans mon profil. Donc, j'ai tendance à avoir besoin de cet ancrage. Moi, j'habite, j'ai fait le choix, par exemple, d'habiter en banlieue, un peu éloignée de Paris, parce que je peux aller à Paris, mais je rentre le soir et je mets les pieds dans l'herbe et dans la terre. C'est hyper important pour moi. Et au-delà de ça, je veux que tout ce qu'on fasse dans ma boîte serve opérationnellement et concrètement. Là, être là pour être là, et se dire que c'est très joli la manière dont on réfléchit
pour moi, si ça ne sert pas l'être humain, si ça ne sert pas quelque chose qui est dans le sol concret pour l'être humain, ça sert à rien. Donc même quand j'explique des concepts, voilà, et je le fais à plein de moments, hein, je donne de la formation ou sur mon compte Insta ou machin, c'est dans l'optique de pouvoir gérer des choses concrètes et dans la terre. Non, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as évoqué le mot terre. À un moment donné, quand tu as parlé de la filiale au Canada, tu as dit c'est en terre ou ça sort de terre. Et là, j'ai compris que c'était effectivement, c'était important. La parole. La parole, c'est un couteau. Tu peux t'en servir pour découper des fruits et mettre tout le monde autour d'un goûter merveilleux, et tu peux t'en servir pour tuer quelqu'un. La parole, c'est une merveille qui, je pense, nous a amené à la conscience et nous a amené à être les uns avec les autres, ce qui est quand même, en tout cas, le sens de mes valeurs. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement dangereux et qui peut détruire. Donc la parole s'utilise avec éthique. Pragmatique. Pragmatique, dans le même sens, voilà, il faut que, pour moi, c'est dans la terre. Pragmatique et dans la terre, c'est la même chose. C'est pareil. C'est une chose concrète, quoi. Il faut concrètement, à quoi on sert, quoi. Ben justement, à quoi on sert? Mission de vie. Ma mission de vie ou celle d'Incognita? Non, on parle de toi, et puis forcément, ça rejaillit un peu sur l'entreprise, mais plutôt de toi. Ma mission de vie, je crois que c'est, en tout cas, j'aimerais arriver à faire ça. C'est de montrer au monde, aux gens, l'amour inconditionnel. C'est de montrer aux gens qu'on peut tous être différents. Et qu'on peut tous, voilà, qu'on a tous des défauts, tous des qualités, que dans nos profils, il y a tous des choses qui sont des bons côtés de la pièce et des mauvais côtés, et qu'on est tous géniaux et incroyablement mauvais par certains aspects, et que c'est pas grave, en fait, et que on peut s'aimer soi et aimer l'autre dans des dynamiques inconditionnelles sans qu'il y ait toujours besoin de prouver, et en donnant à l'autre du crédit a priori. Voilà, et que l'amour peut dépasser toutes les erreurs qu'on fait, tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a. Alors, ça peut sembler très béni oui ce que je te dis, mais je crois que c'est ce que j'essaye de faire au travers de tout ce que je fais. Voilà, de montrer que la différence amène la tolérance, la compréhension de l'autre amène la tolérance, et que ça, au bout du compte, c'est l'amour inconditionnel, quoi, d'arriver à se dire que, en fait, on est beau. L'être humain, il est beau, en fait. Et moi, je l'aime de manière inconditionnelle, et j'aimerais que tout le monde, j'aimerais que vous vous voyez aussi beau que je vous vois, et j'aimerais que l'humanité se voit aussi belle que je la vois. Si j'arrivais à avoir apporté un tout petit peu ça au monde avec mon passage, même à quelques personnes, ce serait hyper cool. Tu vois, et ça m'émeut quand je te dis ça. Ça sent. TEDx. Alors moi, j'adore la conférence, j'adore prendre la parole en public, c'est un gros kiff pour moi. J'adore cet exercice. J'ai longtemps formé des grosses sessions à 50, 60, 70 stagiaires, et ça, c'était mon gros kiff. Et souvent, on me disait « Ah, mais tu devrais faire du stand-up, machin. » Je kifferais trop faire du stand-up. Voilà, s'il y a un producteur qui m'écoute, on pourrait faire un spectacle autour de la thérapie. J'ai tellement de vannes avec tout ce que j'ai vécu. Faut y aller. Voilà, non, sans rire, j'aime beaucoup ça. TEDx, c'est un petit peu particulier comme exercice parce que c'est un exercice qui est extrêmement cadré. Et moi, c'est mon expérience qui fait tout ce que je dis, tout ce que je vous dis là, etc. Mais je suis pas quelqu'un d'extrêmement organisé. Et donc, moi, en général, je prends le micro et je dis, je vais dire bonjour, on verra bien. C'est un peu ça en mode d'action. Et après, je sais quand même ce que je vais dire, un peu. Oui, je sais. Et en fait, le TEDx, le problème, c'est qu'il faut travailler en amont avec quelqu'un qui va s'assurer que tu réponds bien à tous les critères de la franchise TEDx, parce que sinon, eux-mêmes peuvent perdre la franchise. Et donc, il y a un temps de parole qui est hyper timé, il y a des points de passage hyper timés, il y a des photos, il n'en faut pas plus de 6 ou 7 ou 10, je sais plus. Donc, en fait, hyper, et tu vois, et du coup, t'as vite fait de foirer l'exercice, pas parce que toi, c'est pas intéressant ce que tu dis, mais parce que t'arrives pas à rentrer dans le cadre du bordel. Et donc, finalement, ça a été beaucoup plus stressant pour moi que la plupart des prises de parole que j'ai, où je suis très détendue et c'est très cool. Pour mon TEDx, je l'ai été moins.
Je t'avoue que j'ai bien dormi les nuits qui ont suivi. Ah ouais. Après, une fois que ça a été Tout est passé. retombé après. Ouais. Il s'est passé un truc rigolo pour mon TEDx. Je te disais tout à l'heure, mon histoire à moi, je l'ai travaillé beaucoup, je la connais bien, je suis plus émue quand j'en parle. Enfin, c'est ok, quoi, tu vois, c'est passé. Et en fait, au début du TEDx, je parle de mon histoire, je dis voilà le climat dans lequel j'ai grandi pour expliquer mon chemin en fait. Et c'est rigolo parce que je parle d'un moment où mon père a une crise de violence sur ma mère et où je n'arrive pas à décrocher un téléphone parce que ma mère, je suis petite, hein, je dois avoir, je sais pas, 4-5 ans peut-être, j'arrive pas à décrocher le téléphone. Ma mère me dit appelle la police et je suis complètement tétanisée. Et au moment où je dis ça, j'ai eu une émotion sur scène. J'ai les larmes qui me sont venues dans la voix alors que c'est quelque chose que voilà que je peux raconter sans problème. Et je sais pas si c'est moi, si c'est le fait d'être sur scène à ce moment-là, ou si c'est l'émotion du public qui était là, parce que la salle était remplie, et je ne sais pas si c'est l'émotion du public que moi j'ai ressentie, ou si c'est la mienne, ou si c'est un peu les deux mélangés. Mais du coup, je trouve que c'est des moments aussi qui posent question sur ce qu'on est en tant qu'humanité. Tu vois, comment est-ce que finalement cette influence qu'on a, les choses qui passent d'un être humain à l'autre, sans parfois que ce soit même conscient, ça puisse nous toucher. Mais voilà, je suis toujours en questionnement à savoir si c'était mes larmes ou si c'était celle du public. Voilà. C'est questionnant pour moi. Ils sont très très cons, évidemment. Mais si tu les trouves cons, c'est qu'en réalité, tu es en train de les regarder depuis ta planète à toi. Tu es en train de regarder leur planète à eux et tu te dis « Mais c'est hyper bizarre en fait. Hein » Ben oui, forcément. Les gens ne sont jamais cons. Ils sont juste en train d'agir de manière logique face à un contexte qui t'échappe. Réflexion. Alors, moi, j'ai des réflexions qui courent sur des temps assez longs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ouvre des onglets dans ma tête. J'ouvre des onglets et je laisse les trucs poser et je les pose des fois quelques jours, des fois quelques semaines, des fois quelques mois. Et à un moment, ça me fait une lumière qui s'allume et ça me fait un ting, tu vois, ça me fait un insight, quoi. Et tout d'un coup, tout fait sens, tout prend sens. Et je dis, mais en fait, c'est ça le truc. Et voilà, donc je sais pas si on peut appeler ça une réflexion parce que j'ai pas des réflexions très actives en fait. J'ai l'impression de canaliser un truc en fait. En tout cas, c'est la manière dont je me le raconte. J'ai l'impression de canaliser un truc. Je pose une graine, j'en pose deux, j'en pose trois, et puis tout d'un coup, au bout de quelques semaines, ça fait un truc où les trois graines ensemble, ça fait sens, et je me dis c'est dans cette direction-là qu'il faut qu'on aille. Donc voilà, si on dit réflexion dans le sens d'action, de réfléchir, je suis pas sûre que je fasse ça très souvent. Musique. La musique primordiale, moi j'ai fait 20 ans de danse, je suis une danseuse. Voilà, j'ai préparé l'entrée à l'Opéra de Paris toute petite et puis j'étais grande, je fais 1m75 moi. Donc je me suis mise après au jazz, voilà, j'ai fait de la danse à bon niveau et donc la musique c'est hyper fondamental pour moi. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à faire du sport sans musique. Encore aujourd'hui, je vais mettre mon corps en action, ça implique de la musique pour moi. Mes enfants m'ont fait bizarrement écouter moins de musique. J'ai 6 enfants. Et du coup, en fait, à un moment, bon là aujourd'hui j'en ai 6, j'en ai un qui est décalé, mais à un moment quand les 5 premiers étaient petits, ils avaient 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, il y avait tellement de bruit dans ma tête, ils squattaient ma tête, quoi, du coup. Et à un moment, j'ai commencé à apprécier des moments qui étaient un peu étonnants, genre des moments de silence dans la bagnole, alors que j'ai toujours écouté de la musique dans la voiture, tu vois. Moi, je suis la nana, tu prends la bagnole après moi et t'allumes le moteur et il y a la musique qui gueule, tu vois. Ça te fait, oh, c'est Anne qui a pris la voiture avant. Et là, depuis qu'ils sont plus grands, je reprends plaisir à mettre même de la musique dans la voiture. La musique, ça rythme mes moments de vie, ça rythme mes émotions aussi. J'ai divorcé, je pense que j'ai géré la peine de ce divorce en musique pendant 2-3 ans. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, j'ai des musiques qui me font penser à mon ex-mari. Voilà, voilà, la musique pour moi, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est les émotions, c'est ce qui te traverse. Je crois qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Tu t'interroges un peu sur, on arrive pratiquement à la moitié de notre existence. Tu penses un petit peu à ça ou pas du tout? J'y pense. J'aime pas trop y penser, mais j'y pense quand même. Ça me vient. J'y pense et en fait là, le seul truc que j'ai qui me vient en ce moment, c'est que je suis dans une dynamique entrepreneuriale très forte
et que je regrette de pas m'y être mis avant. Là, en fait, moi, je pense que j'étais faite pour être entrepreneuse. Alors, je veux dire, j'ai jamais eu de patron. Hein. Je suis incommandable de toute façon. Mais David te dirait que c'est pire que ça, sûrement. Mais c'est vrai que monter une entreprise, monter des entreprises, sans doute que j'aimerais aujourd'hui avoir 25 ans pour le faire tellement plus. J'ai tellement d'idées, tellement de choses que j'aurais envie de faire. Et en même temps, je pense qu'il m'a fallu, pour être tout à fait honnête, pas mal de temps pour me remettre de ma vie, de mon enfance, de tout ce que j'avais vécu. Il m'a fallu du temps pour me construire. J'avais aussi très envie de construire une famille. Moi, j'étais pas très très sûre de ce que je voulais faire, mais il y a une chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais être maman. Ça a toujours été une certitude. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est ça. Et je suis contente d'avoir eu mon chemin, et en même temps, je me dis, mais tout ce temps que j'ai perdu, j'ai tellement 15 boîtes dans la tête qui ne verront pas le jour, du coup. Et c'est juste du temps qui me manque. C'est jamais du temps perdu. Regarde, là, finalement, tu le fais et c'est déjà oui, beaucoup. Non, mais tout à fait. Non, mais mais si tu me parles de cette idée du temps qui passe, ou en tout cas d'être à la moitié, en ce moment, en tout cas, je la raccroche beaucoup à ça. Voilà, je suis pas triste, mais je la raccroche à ça. Il y a un mot qui, cadre de référence. Un cadre de référence, ça veut quoi pour toi? Est-ce que c'est en lien avec les valeurs? Alors oui, ça peut être en lien avec les valeurs, un cadre de référence. Ça peut être aussi en lien avec le profilage, là, si on faisait cet aller-retour-là. Mais oui, effectivement, on a tous un cadre de référence qui est délimité par notre planète dont je te parlais. Notre planète, elle est composée de nos valeurs, de l'organisation de notre système de valeurs au moment où on parle, parce que nos systèmes de valeurs, ils changent au cours de notre vie, hein, à plein de moments. Il y a des moments où on est en priorité à nous, il y a des moments où on est en priorité aux autres. Il y a des moments où on va plutôt être axé sécurité, il y a des moments où on va plutôt être axé expansion. Et ça, en fait, ça va changer au cours de notre vie. On va passer par des cycles. Donc, en fonction de ton cadre de référence du moment, de ton cadre de valeurs, mais aussi des leçons que tu as apprises dans ta vie, de ton éducation, de ce que tu penses être fondamentalement vrai ou bon, ou fondamentalement faux ou mauvais, eh bien, tu vas avoir un cadre de référence dans lequel on va avoir besoin de rentrer ensemble si on a besoin de communiquer. Tu as bien parlé. On a bien échangé. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin. Je t'ai pris de court là. Hein. Tu t'attendais pas à ça. Mais c'est ok. Le mot de la fin, ça serait sans doute que moi j'aimerais qu'on aille un peu plus encore vers cette dynamique où on essayerait d'aller plus comprendre l'autre, d'aller plus comprendre comment fonctionne une relation pour pouvoir être mieux ensemble. Comme je te le disais là, je sais pas à quel moment les gens regarderont cette interview, mais voilà, on est dans des moments où on prend des virages sociétaux qui nous demandent, à mon sens, d'aller creuser ces sujets-là, et je crois que vraiment mettre de la nuance en toute chose et arriver à créer un monde demain où on sera dans la recherche de compréhension de l'autre plutôt que d'être dans la polarisation et la recherche de comment est-ce que je peux sauver mon nombril, je pense que vraiment ça nous ferait grandir. Et j'espère pouvoir, moi et au travers d'Incognita, j'espère qu'on va pouvoir contribuer à, que les autres apprennent un peu mieux comment les autres fonctionnent et combien est-ce qu'on est différent, et puis à sécuriser un peu plus les gens parce qu'ils vont être un peu mieux équipés, un peu mieux accompagnés, et que du coup, ils auront moins peur, et que quand on a moins peur, on est plus ouvert, et que ça nous permet, à mon sens, d'aller dans la bonne direction, et d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue systémique aussi. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé du temps pour Stay Tuned. C'est très agréable. Merci, c'est gentil. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vais suivre vos exploits, vos aventures, et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, toi aussi, Olivier. Salut. Merci, je te dis à bientôt. Salut.